La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin a traversé la vie politique française. Il a connu plusieurs présidents, vécu des cohabitations, fréquenté les plus grands. Il est écouté et même craint pour les ambitions que certains lui prêtent. Bonjour et bienvenue Philippe de Villiers. Bonjour Sonia. Merci d'être là. Vous publiez ce jour aux éditions Fayard Populicide, un cri ultime pour sauver la France. On va bien sûr en parler. Mais tout d'abord, nous sommes loin de l'intérêt supérieur de la France depuis dimanche soir. Les Français assistent, Philippe de Villiers, ébahis, à un balai fou, à un vaudeville révélateur du niveau de la politique. Chacun vient avec sa solution, chacun vient avec sa partition, chacun vient avec son requiem de la Macronie. Comment vous jugez un tel spectacle et même un tel effondrement ? En 40 ans, j'ai jamais vu ça. La politique est devenue un simulacre. On fait semblant. Les compétiteurs de la société de connivence ont versé dans l'insignifiance d'une gestuelle tragicomique où chaque ministricule s'emploie à travestir l'honneur perdu des élites macronisées. C'est un théâtre d'ombre. Et pendant ce temps-là, ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que le pouvoir a abdiqué le pouvoir. Le pouvoir a transféré le pouvoir. Le pouvoir, il est parti à Bruxelles et au prétoire. La potestas est entre les mains de la République des commissaires et l'auctoritas est entre les mains de la République des juges. C'est-à-dire que la France a perdu la maîtrise de ses frontières, de ses lois, de son budget, de son commerce, de son agriculture, tout ce qui fait la substance et qui donne du travail aux gens. En réalité, la politique est devenue un exercice ludique, voire égotiste. C'est la course aux places, la course à la gamelle. Et finalement, le débat ne porte plus. Les hommes politiques le cachent. Le débat ne porte plus sur les causes, sur le traitement des causes, mais sur le traitement des effets des décisions prises ailleurs par les nouveaux souverains. La politique est devenue un grand mensonge. La faute à qui, Philippe de Villiers ? D'ailleurs, avant de parler d'éventuelles solutions, selon certains, dissolution, démission et même cohabitation, est-ce que vous voyez dans cette instabilité, dans cette vacuité des débats, une obsolescence très accélérée du personnel politique ? Obsolescence, oui, si ça veut dire impuissance crépusculaire. Vous savez, Clémenceau disait, la politique, c'est des rats dans un égout. Il avait bien anticipé. En fait, on assiste, si on prend un peu de hauteur, à un chassé-croisé. D'un côté, en 40 ans, je dis ce que j'ai vu en 40 ans, c'est le changement de conception de la politique. On est passé à une conception sacrificielle, oblative. Le pouvoir était un service, voire une immolation, pour certains, à une conception hédoniste, consumériste. Le pouvoir est devenu une consommation. Et je pense souvent aux mots de De Gaulle à propos du petit parti charnière qui s'appelait l'UDSR, qui ressemble tellement à notre partitocratie. Il disait, je les vois tous à réchauffer leur petite soupe sur leur petit réchaud dans leur petite cuisine. Et le deuxième chassé-croisé, c'est qu'explique la confusion du milieu politique et du débat politique, c'est qu'on est en train de changer de clivage. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que l'ancien clivage est mort, il s'est effacé, la droite et la gauche. La droite, en fait, elle a liquidé, elle a abandonné sa matrice anthropologique. Regardez ce qu'elle s'apprête à faire. Le Sénat, le nouveau sénateur Bruno Retailleau, il va voter la loi sur l'euthanasie, puisque le projet arrive là, dans quelques heures. C'est la droite qui vote l'euthanasie. Et donc, en fait, la droite n'a plus sa singularité au sens anthropologique. Et la gauche, elle a abandonné son identité à la fois idéologique et sociologique.
Mais il y a un nouveau clivage qui est né et qui va se développer. C'est le clivage entre souveraineté européenne et souveraineté nationale. Pourquoi ? Parce que le temps de la globalisation est en train de finir. Et on ne le voit pas en France, mais ailleurs, on le voit. Et Trump et Vance l'ont vu. Et les Chinois l'ont vu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le retour de la frontière, c'est le retour de la nation, c'est le retour de la politique et c'est le retour de la puissance. Donc, c'est le retour de l'État-nation. Là, vous parlez des sujets qui ont trait à, j'allais dire, à l'intérêt supérieur de la France, la souveraineté, les frontières, les sujets qui préoccupent les téléspectateurs et les auditeurs. Mais Philippe de Villiers, hier, les solutions, et encore aujourd'hui, c'est dissolution, démission. À votre place, vous l'avez cité, Bruno Retailleau, hier, nous dit « Une cohabitation est encore possible ». Et dit-il, puisque vous avez cité le général de Gaulle, parce qu'il est gaulliste, il ne veut pas de la démission du président de la République. Ce serait un précédent dangereux, selon lui. Que répondez-vous ? D'abord, j'ai regardé hier Bruno Retailleau et j'ai pas compris. Que vous connaissez bien. Oui, j'ai pas compris. Il lui manque un mentor. Parce que la cohabitation, alors on est devant un hybride. C'est-à-dire le gouvernant opposant. Donc en fait, si on résume, Bruno Retailleau, il a été nommé par Macron pour gouverner avec Macron, pour Macron. Et là, il demande à être renommé par Macron pour travailler avec Macron contre Macron. Pour éviter le chaos, dit-il. C'est-à-dire, selon lui, la gauche qui arriverait au pouvoir. Ça devient compliqué. Là, c'est le chat qui mord la queue. Là. Et voilà. Alors, en fait, je vais vous dire ce que je pense. Il faut la dissolution tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on a une petite chance avec la dissolution de changer l'Assemblée. C'est un premier pas. Changer l'Assemblée pour garrotter l'hémorragie, au moins. Pour que ça n'aille pas plus loin, qu'on évite le pire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, là, les Français qui nous regardent, ils sont pris d'un nouveau réflexe qu'on appelle le dégagisme. Ça s'appelle la stratégie du coup de balai. Mais jusqu'où peut aller le coup de balai ? Est-ce qu'il doit aussi concerner, je veux dire, le premier d'entre eux, celui qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron ? Vous le connaissez bien, Philippe de Villiers, vous avez déjà échangé avec lui, échangé sur des sujets importants. Si vous deviez ce matin vous adresser directement à Emmanuel Macron, que lui diriez-vous ? Je lui dirais ceci sans acrimonie, mais les yeux dans les yeux. Vous ne regardez pas les Français, vous regardez ailleurs. Vous préférez le Luxembourg à Rocamadour, vous préférez Davos à Vesoul. Tu as voulu voir Vesoul et on a vu Davos. Et en fait, vous ne savez pas qu'il y a des Français, j'en ai vu hier après-midi, un qui m'a dit « je ne me soigne plus ». Je n'ai plus les moyens. Pendant que les étrangers clandestins, eux, sont soignés gratuitement, avec notre argent. Et un autre qui m'a dit, je saute un repas sur 2. Un repas, c'est un père de famille. Donc vous ne voyez pas cela. Vous ne comprenez pas la France. Il ne comprend pas la France et les Français ? Alors, ça va plus loin. Vous cherchez à faire une post-France. La France de l'ubérisation. Je m'explique. En fait, vous voulez faire venir une nouvelle population pour faire un système multiculturel. Ça vous amuse. Vous voulez faire de la France le laboratoire planétaire du paradis diversitaire. C'est ça votre projet. On vous a vu venir, on vous voit venir. Et donc, changement de peuple. Et ensuite, vous voulez un autre destin pour la France. Dans la foulée de votre père spirituel, qui est Giscard d'Estaing, vous pensez que la France a fait son temps. Et vous voulez la fondre dans une Europe fédérale, dans un État européen. Et c'est pour ça que vous voulez la guerre, en fait. Vous voulez la guerre pour détourner notre attention et aussi parce que vous pensez que tous les pouvoirs faibles font la guerre pour renforcer leur pouvoir évanescent.
Sur la première partie de votre argumentaire, il pourrait vous répondre, Philippe de Villiers, parce que vous dites qu'il ne regarde pas la France. Peut-être ne la comprend-il pas. Il ne comprend pas, en tout cas, certains sujets ne l'intéressent pas. L'immigration, l'insécurité, il pense que ce sont des sujets fantasmatiques agités par des populistes. Peut-être pense-t-il des populistes comme vous, Philippe de Villiers. D'ailleurs, on voit que la pétition, vous êtes à l'initiative de cette pétition qui a rassemblé des millions de signatures, n'a pas eu d'écho, en tous les cas, de son côté. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il rechigne à donner la voix au peuple. Et pourquoi ? C'est caractéristique, vous citez la pétition. On est à 2 millions ou presque de Français qui ont signé. Et qui se disent, qui se posent votre question, qui se posent la même question que vous. Et alors maintenant ? Rien. Il y a un député qui sauve l'honneur, qui s'appelle Charles Aloncle, qui a déposé une résolution hier, je voudrais le saluer chaleureusement. À l'Assemblée ? À l'Assemblée. Le député, un ami d'Éric Ciotti, futur maire de Nice. On verra. Et, il n'y a pas eu une élection. Cette pétition, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, vous, le monde politique, vous, Monsieur le Président de la République, vous dites, vous pensez, vous nous dites que la question de l'immigration est une question secondaire et qui viendra en son temps. Alors que nous pensons, nous les Français majoritaires, que c'est une question centrale, c'est la question centrale qui commande toutes les autres. Et puisque vous refusez de nous écouter, et puisque vous refusez de nous comprendre, et puisque vous refusez de nous entendre, alors rendez-nous les clés de la maison, et donc organisez un référendum pour qu'on puisse se prononcer sur la question suivante, qui aura le droit demain d'entrer en France, qui devra quitter la France ? Les clés de la maison, justement, parce qu'on en vient à votre livre, Populicide, publié aujourd'hui chez Fayard, c'est la question fondamentale, c'est la clé de voûte. Est-ce que le pouvoir a encore le pouvoir ? Est-ce que la France peut être, de votre point de vue, encore sauvée, Philippe de Villiers ? D'abord, pourquoi ce nouveau livre ? Nous venons de vous entendre sur des sujets éminemment importants, majeurs. Vous avez souvent tiré la sonnette d'alarme. Quels sont les événements marquants, peut-être récents, qui vous ont poussé à écrire ce nouvel ouvrage ? Parce que je ne veux pas que notre pays meure. Nous sommes face à un crime perpétré par une gente politicienne qui échappe au jugement de l'instant. Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d'art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Lorsqu'on tue un homme, cela s'appelle un homicide. Lorsqu'on tue un peuple, cela s'appelle un populicide. Nous y sommes et on nous le cache. Vous voulez dire qu'une partie des élites, souvent des élites autoproclamées, parce qu'il y a des élites qu'il faut célébrer en France dans différents domaines, mais qu'une partie de nos élites politiques est en train de tuer consciemment, sciemment le pays ? Nos élites, à part quelques dissidents, réfugiés dans leurs catacombes, et qui sortent de leurs catacombes pour venir ici parfois. Je vous remercie. Oui. Un petit clin d'œil à l'Arcom. Oui. Oui. Nos élites mondialisées du cercle de la raison, celles qui commandent depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis Maastricht, elles sont soumises, elles sont dans la dimitude, elles refusent de désigner le conquérant. Elles sont écartelées entre le wokistan et l'islamistan. En fait, je vais être très cru, mais très précis. Elles composent toute une branchitude avachie qui n'est plus capable de porter son récit fondateur, qui rêve d'un autre soi, qui rêve de s'abolir dans une histoire nouvelle et de se donner à une civilisation extérieure virile. Et donc, en fait, l'hédonisme consumériste est en train de finir là sa trajectoire en venant par une sorte de ruse hypnotique finir sa vie dans son exact contraire. Hédonisme, servitude, soumission, vos mots sont puissants.
Quel est de votre point de vue, parce que vous dites les peuples meurent, est-ce qu'il y a un élément marquant, un point de convergence qui explique par-delà l'histoire et les continents la disparition des peuples et probablement, dites-vous, le peuple français? Oui, vous faites allusion à la première partie de mon livre qui est la plus neuve. C'est-à-dire que je me suis dit, au fond, on est peut-être en train de mourir. Essayons de regarder dans l'histoire comment les peuples meurent. Donc, je suis allé en Perse, je suis allé à Rome, je suis allé en Grèce, je suis allé au Machu Picchu, à Byzance, à Tolède, etc. Et en fait, j'ai retrouvé quelque chose de commun, par-delà la singularité des histoires nationales et par-delà la sédimentation de l'histoire. Il y a quelque chose de commun que Polybe, l'historien grec, avait dit. Une civilisation ne meurt jamais d'une agression extérieure quand elle ne s'est pas d'abord consumée par une agression intérieure, par un mal qui ronge de l'intérieur. Et je cite dans mon livre un dialogue remarquable d'anticipation entre l'évêque de Reims et Clovis, le jeune chef franc. Et l'évêque de Reims dit, vous savez, toutes les sociétés obéissent à la même loi. Lorsqu'elles ont cessé de vivre de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme insupportable, étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Effondrement intérieur, agression extérieure, ou en tous les cas volonté de laisser cette agression rentrer, dites-vous. Le constat est terrible, implacable, et pourtant vous dites qu'il y a de l'espoir. Où est-ce qu'il se loge, l'espoir encore, Philippe de Villiers, quand on referme ce livre? Je vais vous surprendre, mais voilà ce que je pense. Il y a une voie rédemptrice. Pourquoi? Parce que lorsque un peuple est très vieux, très ancien, il va chercher dans les replis secrets de ses anciennes sagesses une force insoupçonnable pour se relever. En d'autres termes, notre passé multiséculaire est comme une corde de rappel. Moi, je suis français de France. Je porte dans mes flancs les pierres d'angle, les lézardes et les râles héroïques d'un vieux pays. Pardonnez-moi, seuls les Français de France le portent? Justement, je suis à même de pouvoir dire que nous sommes aujourd'hui devant un problème que les sociologues appellent l'oikophobie, c'est-à-dire que vous avez deux peuples qui souffrent en même temps de la même souffrance intime. Vous avez le peuple des arrivants qui sait d'où il vient, mais qui ne sait pas où il arrive, et on ne lui dit pas. Et vous avez le peuple des héritiers qui, lui, s'est mis à détester son héritage et qui ne sait plus où il habite. Et donc, le cœur de mon livre, c'est la dernière partie que j'ai appelée la francisation. Le mot n'est pas de moi, il est Eduardo. Ça, on ne peut pas dire, ah là, c'est un mot de droite. La francisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut restituer à ceux qui arrivent et qui sont dans la situation de l'accueillant, et à ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont tout oublié, il faut restituer le récit fondateur. Une nation, un peuple qui ne vit plus sans son récit fondateur est condamné à mourir sur pied. Et ce serait le sursaut face au populicide. On vous entend depuis tout à l'heure, on vous regarde ce matin sur CNews et Europe 1, Philippe de Villiers. Pour une grande partie de la droite, vous êtes un responsable, comme l'a dit le Figaro Magazine, à la vision prophétique, au destin politique inachevé, pensent certains, peut-être l'homme providentiel, disent d'autres. Mais pour une partie aussi de la gauche et d'autres personnes, vous êtes un revenant, autrefois moqué, ringardisé, guignolisé pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, pour l'histoire, pour la famille, pour vos idées. Qu'est-ce que vous répondez ce matin à vos détracteurs qui vous disent « Mais regardez, c'est un réactionnaire à contre-courant de la société, de sa progression ». Ça vous fait sourire déjà, c'est une première réponse. Mais que leur répondez-vous? C'est drôle parce que quand j'allais sur les plateaux dans le temps, pendant 40 ans, en fait, on me demandait de prendre ma crécelle de lépreux.
Et je ne pouvais pas faire une phrase, j'étais coupé immédiatement. Bon, voilà. Donc là, merci de me laisser aller jusqu'au bout de ma réponse. Et de laisser les téléspectateurs et auditeurs juger. Je vais vous dire. En fait, avec Elliott Deval et Geoffroy Lejeune, nous sommes vus confier une émission tous les vendredis qui connaît un succès grandissant, un succès populaire. Les Français sont de plus en plus nombreux à nous regarder, donc il faut se poser la question, pourquoi ? Et moi, je pense qu'il y a 2 raisons. Pardon de faire un plaidoyer pro domo un instant, mais je réponds à votre question. Les gens ils trouvent, en fait, dans cette émission, et à travers ce que je représente, une double cohérence, en fait. La cohérence entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, OK, le mec, il dit ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il disait il y a 30 ans ? Il y a 30 ans, de reconnaître la même chose. Oui. Et deuxièmement, la cohérence entre le verbe et l'action. Quand vous regardez les politiciens, là, professionnels, en fait, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé, pour la plupart d'entre eux. Moi, je sais ce que c'est qu'un EBITDA, un compte d'exploitation, un bilan. C'est-à-dire que je sais ce que c'est que de créer une entreprise. J'ai été gouverneur territorial, j'ai créé le Vendée Globe, j'ai créé le Puy du Fou, etc. Et donc, en fait, je suis respecté, non pas seulement pour ce que je dis, mais pour ce que j'ai établi comme expérience vécue et avec des réussites à la clé. Donc, si on pouvait écouter demain ceux qui ont réussi plutôt que ceux qui ne cessent d'échouer, ce serait une grande nouveauté, peut-être salvatrice pour le pays. L'émission est d'ailleurs écoutée samedi également à 10h sur Europe 1, puisque vous avez, pour conclure, vous avez parlé d'hier, d'aujourd'hui, je vais vous parler de demain, parce que ce soit vos détracteurs ou ceux qui vous encensent, ils se posent la même question que je vous pose. Et maintenant, Philippe de Villiers, s'il devait y avoir une présidentielle anticipée, ou si elle devait se tenir logiquement en 2027, que feriez-vous ? Je vous ai vu venir, mais alors... J'attends donc une réponse directe à une question à laquelle vous vous attendez. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de monde dans le bourg ? Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'hommes providentiels ? Mais c'est effrayant, ils s'entretuent entre eux. Donc est-ce que vous pensez l'être ? C'est tous ces Monty Python, il n'y a plus que des bras et des jambes. Ne me faites pas une réponse de Normand, faites-moi une réponse de Vendéen. Je vais vous dire, quand un ami breton est venu me voir pour me dire « tu devrais faire une émission », où tu ferais bénéficier de ton expérience tous les Français qui pourraient te regarder le vendredi. Je ne savais pas qu'il y aurait ce succès. Mais en fait, ce succès, il est dû à quoi ? Il est dû au fait que, et je réponds à votre question, moi, si vous voulez, je suis hanté par la disparition du peuple auquel j'appartiens. Et donc, je me suis donné comme mission, jusqu'à la fin de mes jours, enfin, tant que je ne serai pas un nouveau Biden, je me suis donné comme mission de parler aux Français, de les éclairer, d'éclairer les consciences et d'être un sonneur de tocsin. De dire tous les vendredis soirs, attention, nous sommes peut-être en train de mourir, de grâce, levez-vous. Et avec une idée fixe, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, et maintenant je pense à eux, et je pense à leurs contemporains, je me dis, si on pouvait lever demain une nouvelle génération de conscience dressée, alors j'aurais accompli ma mission. Merci Philippe de Villiers. Je sais que vous êtes écouté par les Français de France et les Français d'ailleurs. C'est important, qui souvent ont à cœur le même amour de ce pays. Vous permettez que j'ajoute quelque chose ? Je vous en prie. Moi, je pense que la France est un tel acte d'amour que nul ne peut venir en France sans y succomber. Regardez Léonard de Vinci, regardez Tahar Belgeoun, regardez Boualem Sansal, avec qui j'ai souvent parlé, et qui m'a dit « J'aime la France profondément, Philippe ». Et pourquoi ? Parce que la France est un acte d'amour. Parce que la France, elle est universelle, elle est un acte d'amour qui résume le monde entier. Et donc, si on proposait aux Français de désir la France comme un acte d'amour, si par exemple à l'école, au lieu de faire la halalisation des esprits et la wokisation des esprits, si on proposait le roman national, alors la France s'embrase. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'une nation, c'est un lien amoureux. Il faut refaire, Sonia, un peuple amoureux. Philippe de Villiers,
Populicide, un cri ultime et on l'a compris, un acte d'amour. Merci encore pour cette interview. Bonne journée et à bientôt Philippe de Villiers.